Il y a trop de choses. Bon, un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Donc on va continuer l'étude de l'appareil respiratoire. Alors, cet appareil respiratoire a d'abord été branchial chez les vertébrés aquatiques. Ensuite, il est pulmonaire chez les vertébrés terrestres et aériens. Les vertébrés terrestres et aériens, ce sont les tétrapodes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Alors nous avons vu que l'appareil respiratoire pulmonaire a connu une évolution. Vous avez déjà, en ce qui concerne l'arbre bronchique, d'abord c'était une trachée artère qui est apparue au niveau des reptiles déjà et des amphibiens, et la trachée artère débouchait directement dans les poumons. Ensuite, vous avez les autres éléments de l'arbre bronchique qui se sont mis en place progressivement. Donc après la trachée, vous avez les bronches extrapulmonaires, puis les bronches intrapulmonaires qui se sont mis en place. Et après, il y a eu, dans le cas des oiseaux, les parabronches qui sont nés de la bronche principale. Et à partir des parabronches, vous avez les capillaires aériens qui sont les sièges de la respiration aérienne chez les oiseaux. Alors chez les mammifères, nous avons la même configuration de l'appareil respiratoire pulmonaire, parce que là aussi, pour l'arbre bronchique, c'est le larynx, la trachée artère, les bronches extrapulmonaires, les bronches intrapulmonaires, les bronchioles, qui sont les organes homologues des parabronches, et puis après, les bronchioles qui débouchent dans des sacs alvéolaires. Les sacs alvéolaires, ce sont des sacs qui portent des alvéoles, ces alvéoles correspondant à des évaginations de la paroi de ces sacs alvéolaires. Et c'est au niveau de ces alvéoles que se passent les échanges gazeux respiratoires. Alors ici, chez les mammifères, les alvéoles sont les organes homologues des capillaires aériens chez les oiseaux. Donc vous voyez que l'appareil respiratoire d'un oiseau est identique à celui d'un mammifère en ces différents éléments constituant l'arbre bronchique. Alors chez les oiseaux, en plus d'avoir des poumons, il y avait des sacs aériens qui sont au nombre de 6 paires. Il y a 3 paires de sacs aériens postérieurs, ce sont les sacs préthoraciques, post-thoraciques et abdominaux. Et il y a aussi les sacs aériens antérieurs qui sont aussi au nombre de 3 paires, les sacs cervicaux interclaviculaires et claviculaires, mais dans certains cas, les sacs cervicaux fusionnent et ça forme un seul sac cervical. Donc dans le cas de ces oiseaux, vous avez à la place de 6 sacs aériens antérieurs, on a 5 sacs aériens post-antérieurs. Mais le nombre de 6 sacs est un nombre constant. Par contre, le nombre de 6 sacs n'est pas constant en ce qui concerne les sacs antérieurs. Dans certains cas, c'est 5 sacs, c'est-à-dire les cas où les sacs cervicaux fusionnent entre eux. Et dans les autres cas, c'est 6 sacs aériens antérieurs et 6 sacs aériens postérieurs. Alors tous les sacs, évidemment, sont interconnectés. Ils sont reliés entre eux. Il y a de l'air qui circule dans tous les sacs. Donc à la schématisation, ça donne l'impression qu'il y a des sacs antérieurs et des sacs postérieurs et qu'il y a une séparation entre eux. Mais en réalité, tous les sacs sont interconnectés. Alors maintenant, les poumons, évidemment, sont des organes aériens, ce sont des organes respiratoires aériens, mais ils ne sont pas les seuls organes respiratoires aériens. Il y a d'autres organes qui interviennent dans la respiration aérienne, et donc c'est ça qui un peu fait l'objet qui fait la suite de ce qu'on a déjà fait. Alors les sacs aériens, plutôt les organes de la respiration aérienne qui ne sont pas non pulmonaires, c'est la muqueuse pharyngienne, dans certains cas c'est la muqueuse buccale qui joue un rôle respiratoire, dans d'autres cas c'est la muqueuse gastrique, quelquefois c'est la muqueuse intestinale, quelquefois c'est la vessie gazeuse ou vessie natatoire. Donc tous ces organes peuvent aussi jouer un rôle respiratoire. Ce sont des organes qui en général ont une paroi très fine et très richement vascularisée, donc une paroi qui est un peu analogue à la paroi pulmonaire et à la paroi bronchiale. Donc ce sont des surfaces qui sont assez fines et qui sont richement vascularisées et au niveau desquelles se passent les échanges gazeux respiratoires. Alors ça, ces organes en général interviennent à titre complémentaire.
C'est-à-dire qu'au cas où il y a un risque de déficience en oxygène respiratoire, ces organes interviennent comme organes respiratoires de secours. Hein. Alors j'ai cité un certain nombre d'exemples pour chaque cas. Donc vous pourrez, je pense, vous référer simplement à votre texte pour comprendre cela. Alors maintenant, à côté de l'appareil respiratoire, en suivant un peu disons l'ordre qu'on avait dit avant, en ce qui concerne la fonction de nutrition, vous avez donc l'appareil respiratoire, mais vous avez aussi l'appareil circulatoire. Alors cet appareil circulatoire, il va sanguin, il va comprendre un cœur et il y a des vaisseaux sanguins. Certains vaisseaux sanguins permettent au sang de partir vers la périphérie, ce sont les artères, et d'autres vaisseaux permettent au sang de revenir au cœur et ils constituent le système veineux. Donc pour l'appareil circulatoire sanguin, vous avez le système artériel, le système veineux, mais à côté de ce système circulatoire sanguin, vous avez aussi le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est aussi un autre système dans lequel vous avez un liquide qui est la lymphe qui circule dans ce système. Alors cette lymphe peut être entre les cellules, auquel cas on parle de lymphe intercellulaire, mais on peut aussi avoir une lymphe canalisée. Hein, donc c'est de la lymphe vasculaire. Cette lymphe qui circule dans les canaux lymphatiques, ces canaux lymphatiques sont en relation avec les veines sanguines. Et donc, quand le cœur aspire le sang dans les veines, le cœur va aussi aspirer en même temps la lymphe, qui est la lymphe circulante, qui se trouve dans les canaux lymphatiques et qui sont en relation avec les veines. Hein. Donc finalement, c'est le cœur qui est un peu le moteur, hein, qui à la fois aspire le sang et également qui repousse le sang dans les vaisseaux sanguins. Donc quand je parle de l'appareil circulatoire, il y a l'appareil circulatoire sanguin et l'appareil circulatoire lymphatique. Ce sont ces deux liquides qui circulent dans le corps des vertébrés. On va essayer aussi dans cette étude de l'appareil circulatoire de comprendre un peu l'organisation du cœur et du système artériel, comprendre aussi le fonctionnement de cet ensemble et aussi essayer de voir quelles sont les modifications subies par l'appareil circulatoire au cours du temps. Donc ce sont ces trois aspects-là qui vont nous intéresser dans cette étude de l'appareil circulatoire. L'organisation du cœur et de l'ensemble du système artériel. Bon, le système artériel, il est composé de beaucoup d'artères. Mais je ne vais pas faire une énumération de cet ensemble. Je vais me focaliser sur les artères qui sont situées dans la région œsophagienne et qui sont disposées en arc. Ce sont des artères qui suivent le système viscéral. On avait déjà parlé du système viscéral dans l'étude de l'appareil respiratoire, un système viscéral chez les agnates, mais aussi chez les gnathostomes. Et il s'agit de pièces qui sont disposées en arc et on les appelle des arcs viscéraux. Ces arcs viscéraux étant identiques, tous identiques, morphologiquement identiques chez les agnates, mais qui présentent des morphologies différentes au niveau des gnathostomes. Et ces pièces, elles sont de nature cartilagineuse chez les poissons cartilagineux et de nature osseuse chez les poissons osseux. Alors on avait défini un arc mandibulaire qui est l'arc 1, un arc hyoïdien qui est l'arc 2, et que ces deux arcs-là étaient constitués ce qu'on appelle le splanghnocrâne, qui était situé sous le neurocrâne. Neurocrâne et splanghnocrâne, c'est cela qui est constitué le crâne. Et à la suite du crâne, vous avez la colonne vertébrale. Alors, au niveau de la colonne vertébrale, vous avez les arcs branchiaux. Alors tous ces arcs, toutes ces pièces sont conformées en arc, décrivent les arcs. Et il y a des vaisseaux sanguins qui suivent ces pièces dans leur conformation et qui constituent le système artériel aortique. Donc ce système artériel aortique, on va essayer de voir comment ce système est organisé dans les différents groupes de vertébrés et quelles ont été les modifications subies par ce système artériel aortique au cours du temps, chez les vertébrés. Donc on va voir ça chez les agnates, chez les poissons, chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc dans le système artériel, c'est ce système-là surtout qui va nous intéresser.
Et donc on devra percevoir le phénomène évolutif dans cette étude de l'appareil du système artériel aortique. Alors vous avez un certain nombre de planches. Bon, je fais de petits commentaires sur ces planches et ce que je dis dans ces commentaires, ça a été dit d'une autre manière dans le texte que vous avez, qui correspond à ce schéma. Bon, le texte, vous lirez le texte, moi je ferai les commentaires et normalement les deux sont complémentaires. Vous avez ici une première planche. Hein, vous avez, en principe, tout le monde, vous avez la planche, la première planche sur l'appareil circulatoire sous les yeux. Bon, dans cette étude, j'ai parlé du cœur chez les poissons, chez les amphibiens, les poissons pulmonaires, chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ensuite, j'ai pris le système artériel aortique. J'ai essayé de faire la description au niveau des agnates, au niveau des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Quand c'est le système lymphatique, le système plutôt veineux aussi, j'ai presque procédé de la même manière. Donc ici, on donne l'impression d'avoir des éléments séparés. Dans l'étude, on étudie séparément les choses. Mais quand on prend un animal, tous ces systèmes sont interconnectés. Hein, si vous prenez l'amphibien, une grenouille par exemple, on parle de son cœur, mais il y a un système aussi artériel, aortique pour la grenouille, un système veineux pour la grenouille, vous avez aussi un système lymphatique, etc. Donc on fait des études séparées donc, entre les différents appareils, mais on peut être intéressé par une reconstitution de l'appareil circulatoire, par exemple, chez un animal. Hein, ça peut être l'amphibien, ça peut être un sélacien, ça peut être, etc. Donc si vous aviez à répondre par rapport à une telle question, c'est vous qui voyez quels sont les éléments qui entrent en jeu pour répondre par rapport à la question posée. Hein. Alors pour le cœur, au niveau des vertébrés à respiration uniquement ou essentiellement branchiale et à circulation sanguine simple, le cœur se présente sous la forme d'un tube. C'est un tube, mais ce tube cardiaque initial, au cours du développement embryonnaire, il va se dilater, il va comporter un certain nombre de dilatations successives qui sont d'avant en arrière, ce qu'on appelle un sinus veineux, un atrium, un ventricule, un bulbe cardiaque. Bon, quelquefois, chez certains poissons, on peut voir à la suite du bulbe cardiaque, il y a un autre renflouement qui est le bulbe artériel. Donc ici, j'ai présenté ici en coupe longitudinale le cœur d'un embryon de vertébré. Il y a un sinus veineux, SV, un atrium, l'atrium ou oreillette. Ensuite, V, c'est le ventricule avec une paroi musculaire. Ce ventricule est suivi d'un bulbe cardiaque et ce bulbe est suivi par l'aorte ventrale. Bon, je ne sais pas si c'est... En fait, ici, on a quelque chose. Si on doit dessiner de manière un peu... Voilà. Bon. Alors, vous avez ici le sinus veineux, l'atrium, le ventricule, avec une paroi assez musculaire. Ici, c'est le bulbe cardiaque. Bon, ce bulbe cardiaque, quelquefois, est suivi
d'un autre renflouement dans certains poissons qu'on appelle le bulbe artériel. Et puis vous avez ici l'aorte ventrale, c'est un grand vaisseau qui est situé dans le prolongement du cœur. Voilà donc le cœur. D'un embryon de vertébré. Donc c'est un tube qui présente des dilatations et ces dilatations sont ici d'arrière en avant, hein, parce que ici la tête de l'animal est par là. Donc d'arrière en avant vous avez le sinus veineux, l'atrium, le bulbe, le ventricule, le bulbe cardiaque et vous avez ici l'aorte ventrale. À partir de l'aorte ventrale vous avez des vaisseaux sanguins. Bon, on a représenté ici l'arc 6, l'arc 5, hein, ce sont des vaisseaux sanguins qui sont en relation avec l'aorte ventrale. Donc j'ai essayé de reprendre un peu le schéma de la figure 79. Hein. Alors sur les figures, sur l'ensemble de ces figures, vous avez des abréviations. La signification de chacune de ces abréviations, vous l'avez sur le texte qui est à côté. Oui, V, c'est ventricule, S, sinus veineux. Donc tout ça, toute la légende est explicitée dans le texte que vous avez à côté. Donc il faudra essayer de lire ce texte hein, pour voir la signification des légendes que vous avez sur les figures. Donc vous avez au début du développement ceci, mais au cours du développement, on va voir ce tube cardiaque qui va se plier en S. Ça se replie en S et vous avez la figure 80. Ça se replie en S et quand c'est replié en S, vous avez le sinus et l'atrium qui sont en position dorsale par rapport au bulbe cardiaque et au ventricule. Vous voyez hein? Et tout ceci, normalement, ça se passe sous une enveloppe très fine que l'on appelle le péricarde. Le péricarde que je n'ai pas représenté ici, mais c'est une enveloppe du cœur. Et sous cette enveloppe du cœur, vous avez les modifications subies par le cœur au cours du développement embryonnaire. D'abord, un tube cardiaque avec des dilatations comme ça, successives, qui sont d'arrière en avant, le sinus, l'atrium, le ventricule, le bulbe, et dans le prolongement du bulbe, l'aorte ventrale. Mais ensuite, ce tube cardiaque va se plier en S. Et tout ça, c'est dans l'enveloppe, dans le péricarde. Donc vous avez donc cette partie-là qui va se soulever et qui se met en position dorsale. Vous avez donc le sinus et l'atrium qui se mettent en position dorsale par rapport au ventricule et au bulbe cardiaque. C'est ça la figure 80. Et la figure 81, c'est une flexion en U. Hein, c'est une flexion en U. Donc vous voyez, sous le péricarde, il y a des modifications, il y a des torsions et des modifications de ce tube cardiaque. Alors sur la figure 82, on a représenté en coupe frontale le cœur d'un poisson cartilagineux. Il s'agit de cœur de sélacien. Le cœur de sélacien, vous avez, je représente le sinus veineux, ensuite je peux représenter l'atrium, ensuite le bulbe, le ventricule, ensuite le bulbe, et puis l'aorte ventrale. Ça c'est le ventricule, ça c'est
l'atrium. Et ici, bon. Bon, ça c'est le... J'ai fait plus que ce que je voulais faire. Les cavités, j'ai mis trop de cavités. Hein? Normalement, il y a le sinus veineux, ventricule, l'atrium, et vous avez à partir d'ici, voilà. Donc j'ai essayé de reprendre seulement la figure 82. C'est la même chose ici pour la figure 83. Hein? 84. Alors là, on les appelle les canaux de Cuvier. Ce sont les canaux de Cuvier. Et vous avez les veines sus-hépatiques. Alors ces veines sus-hépatiques apportent le sang carbonaté en provenance du foie. Pour ça on les appelle sus-hépatiques. Ce sont des veines qui sont en relation avec le foie qui est ici. Et ce sang qui vient veineux du foie entre dans le sinus veineux par les veines sus-hépatiques. Les canaux de Cuvier, ce sont des canaux qui collectent le sang veineux en provenance de la partie antérieure du corps, mais aussi de la partie postérieure du corps. Ce sont des canaux de collecte de sang veineux. Donc tout le sang veineux en provenance de la partie antérieure et de la partie postérieure du corps passe dans les canaux de Cuvier et arrive dans le sinus veineux. Chaque non, les canaux de Cuvier, il y a deux canaux de Cuvier qui sont en relation avec le sinus veineux. Hein? Il y a un canal de Cuvier sur le côté droit, un autre sur le côté gauche. Donc tout le sang veineux en provenance de la partie droite du corps arrive dans le canal de Cuvier droit, et tout le sang veineux en provenance du côté gauche du corps va passer aussi par le canal de Cuvier du côté gauche. Hein? Bon, je reviendrai sur ça quand on fera le système veineux. Hein? Donc vous voyez ici, tout ça c'est le cœur. Alors au sein, entre le sinus et l'atrium, il y a des valvules. Là aussi, il y a des valvules. C'est des sortes de languettes qui sont orientées dans le sens postéro-antérieur. Ces languettes permettent au sang d'aller de l'arrière vers l'avant, mais pas en sens inverse. Donc le reflux sanguin est impossible, hein, à cause de ces valvules.
Donc entre valvules, entre sinus et oreillette ou atrium, ce sont des valvules sino-atriales. Il y a des valvules sino-atriales. Ça, ce sont des valvules entre atrio et ventricule, donc atrio-ventriculaire. Et là, vous avez des valvules entre ventricule et bulbe, qu'on appelle les valvules ventriculo-bulbaires. Donc ça, ce sont des valvules sino-atriales. Valvule sino-atriale, valvule atrio-ventriculaire, valvule ventriculo-bulbaire, donc voilà, vous avez donc cette languette qui permet au sang d'aller dans le sens postéro-antérieur. Donc le sang va avoir cette direction. Alors au niveau de ce bulbe, sur la paroi du bulbe, vous avez aussi une paroi qui est très développée, surtout dans le cas des sélaciens. Le bulbe est très développé chez les sélaciens. Mais dans le cas des téléostéens, le bulbe il va être réduit en anneau musculaire. Il est très réduit dans le cas des téléostéens. Donc c'est ce que je fais apparaître ici sur la figure suivante. Chez les sélaciens et chez les téléostéens, vous avez un cœur qui se présente sous la forme de cavités successives, de dilatation successive. Vous avez un sinus, un atrium ou oreillette, oreillette ou atrium, c'est la même chose. Ici, l'oreillette est unique, il n'y a pas de cloisonnement auriculaire. Le ventricule, il est unique, il est également unique. Vous n'avez pas de cloisonnement ventriculaire, le bulbe aussi est unique. Donc vous avez un tube qui n'est pas cloisonné. Donc chez les vertébrés à respiration uniquement ou essentiellement branchiale et à circulation sanguine simple, vous avez le cœur qui est traversé par uniquement du sang carbonaté. Donc ce sang, il est carbonaté, il passe dans le cœur, et puisqu'il s'agit d'un seul courant de sang carbonaté, c'est une circulation sanguine simple. Alors ici, au niveau de l'aorte ventrale, l'aorte ventrale est là. Vous voyez l'aorte ventrale. Qui va présenter un certain nombre de vaisseaux. Il s'agit des arcs aortiques, et là vous avez l'arc 6. Deux arcs 6, ça c'est les deux arcs 5, arc 4, ensuite arc 3, ensuite vous avez arc 2. Arc 2, ensuite arc 1. Donc vous voyez ici l'aorte ventrale, ce grand vaisseau. À partir de ce grand vaisseau, il y a d'autres vaisseaux qui naissent. Ce sont les arcs aortiques. Ces autres vaisseaux sont les vaisseaux de la région œsophagienne.
ce sont les arcs aortiques, qui sont au nombre de 6 paires. Hein, vous avez ces arcs qui sont numérotés. Ils sont numérotés de 1 à 6. Sur cette vue, sur cette coupe frontale, bon, les arcs sont coupés. Hein, sont coupés. Donc le sang carbonaté qui sort du cœur, il va continuer son chemin dans l'aorte ventrale, mais il va aussi passer par les arcs aortiques. Les arcs aortiques, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Bon, sur la figure 78, on a représenté les artères de la région œsophagienne. Ce sont les arcs aortiques de la région péri-œsophagienne chez un embryon de vertébré. Alors vous avez ici pour simplifier les choses, je vais essayer de représenter un vaisseau par simplement un trait. Hein? Donc vous avez ici quelque chose qui est là. Ensuite ceci. Voilà. Bon, vous voyez que c'est plus simple. Alors j'ai essayé de représenter ici par un trait, j'ai représenté un vaisseau sanguin. Bon, normalement le vaisseau il présente 2 parois, mais si je dois représenter ici chaque vaisseau par 2 parois, ça risque d'être un peu compliqué. Hein, comme je l'ai fait sur le schéma que vous avez là. Donc même à l'avenir, si vous devez représenter le système artériel aortique d'un embryon, vous pouvez aussi utiliser un trait simplement. Mais il faut que la couleur du trait corresponde à la couleur du sang, hein, contenu dans le vaisseau en question. Si c'est du sang carbonaté, on utilise la couleur bleue. Si c'est du sang rouge, du sang oxygéné, on utilise la couleur rouge. Hein, comme ça, vous allez matérialiser les vaisseaux avec les traits correspondant à la nature du sang contenu dans les vaisseaux sanguins. Donc ici, j'ai représenté le système artériel aortique chez un embryon de vertébré. Alors, un embryon de vertébré quelconque, hein, ça peut être un agnate ou bien un niatostome. Alors, chez l'embryon de vertébré, vous avez ici les arcs aortiques de la région péri-œsophagienne. Et ces arcs sont au nombre de 6 paires. Vous avez ici des numéros qui correspondent aux numéros de ces arcs, hein, de ces arcs aortiques. Vous avez l'arc aortique numéro 1,
vous avez les arcs 2, les arcs 3, 4, 5 et 6. On utilise des chiffres romains pour numéroter les arcs. Alors l'aorte ventrale, il est là. Ce n'est pas représenté. Le cœur, mais le cœur est quelque part ici. Et le sang qui sort du cœur, il passe dans l'aorte ventrale. Et après, il passe dans les arcs aortiques. Et puis après, il arrive dans ces deux racines aortiques. Les deux racines aortiques, elles sont parallèles entre elles dans la région aortique. Ensuite, ces deux racines aortiques se rejoignent pour former l'aorte dorsale. Les deux racines aortiques, elles sont parallèles entre elles dans la région aortique, puis elles se rejoignent pour former l'aorte dorsale. Et là, quand ce sang carbonaté arrive dans ces racines aortiques, après le sang va circuler comme ça, dans l'aorte dorsale. Donc le cœur va propulser le sang dans l'ensemble de ce système artériel aortique. Et ensuite, il y a ces racines aortiques qui vont être les vaisseaux de collecte de ce sang artériel aortique. Et ces racines aortiques sont parallèles entre elles dans la région aortique. Puis elles se rejoignent du côté dorsal pour former l'aorte dorsale. Donc ici, l'aorte ventrale est en position ventrale, l'aorte dorsale est en position dorsale, et entre les deux, vous avez ici ces vaisseaux de liaison qui sont conformés en arc. Donc il faut voir ça dans l'espace. Donc ce que j'ai décidé ici, le cœur. Donc sous ça, c'est ça qui est là. Alors ce qui est ici, ça correspond un peu à ça. Tout ça. C'est un peu ça. Alors, je fais remarquer que chez un embryon de vertébré, tous les arcs aortiques ici sont continus. Donc, tous les arcs aortiques sont continus, mais ce système artériel aortique embryonnaire n'est intégralement conservé chez aucun adulte. Aucun. Chez les adultes, il y a des modifications. Le système aortique embryonnaire est modifié chez les adultes. Il y a des vaisseaux, les vaisseaux sont cassés chez les adultes. Parce qu'au cours du développement embryonnaire, il va apparaître des branchies. Il va apparaître des branchies, et quand une branchie apparaît au niveau d'un arc aortique, la mise en place de la branchie va entraîner une cassure de l'arc aortique. Et l'arc aortique va comporter deux parties. Il y a une partie du côté de l'aorte ventrale, qui est la partie ventrale ou la partie afférente, et une partie qui va être du côté de la racine aortique, qui est la partie dorsale ou la partie efférente. En général, cette partie afférente va contenir du sang carbonaté et la partie efférente va contenir du sang oxygéné. D'accord? Bon, si j'avais du rouge, donc j'aurais mis le rouge ici pour matérialiser, par exemple, une branchie. Une branchie peut se différencier au niveau d'un arc aortique. Et si elle se met en place, l'arc aortique va être cassé. Au lieu d'être continu, l'arc va être cassé. Donc quand c'est une branchie qui apparaît, l'arc est cassé.
il est cassé, il doit comporter cette partie-là qui est l'artère branchiale afférente et cette autre partie qui est l'artère branchiale efférente. Le sang qui entre dans la branchie, c'est un sang carbonaté. Et quand il doit sortir, il est hématosé, donc il va être rouge ici. Cette partie efférente est rouge et la partie afférente est bleue. Hein? Est-ce que Toto a compris? Donc quand le sang arrive à l'organe respiratoire, c'est un sang normalement qui est carbonaté. Le sang qui arrive à un organe respiratoire, qu'il soit branchial, cutané ou pulmonaire, est un sang carbonaté. Et quand il sort de l'organe respiratoire, il est un sang hématosé. Donc vous voyez ici, dans un embryon de vertébré, tous les arcs aortiques sont continus. Mais au cours du développement embryonnaire, il apparaît des branchies au niveau des arcs aortiques. Et la présence de branchies dans une arc aortique, au niveau d'une arc, entraîne la cassure de l'arc, qui va comporter une partie afférente, qui est la partie ventrale, qui est l'artère branchiale afférente, qui va contenir du sang carbonaté, et une partie, l'artère branchiale efférente, qui est la partie dorsale, hein, ou la partie efférente. Donc dans les efférences, on va avoir du sang oxygéné, et dans les afférences, du sang carbonaté. Et donc, vous avez dans les adultes, dans les racines aortiques, du sang oxygéné. Et dans l'aorte dorsale aussi. Donc chez les adultes, le système artériel aortique embryonnaire a été modifié. Hein? Maintenant, suivant les positions systématiques, suivant les taxons, on va avoir des systèmes artériels aortiques différents, hein, qui varient en fonction des groupes. Donc ce qu'il faut remarquer sur cette planche, deux choses. Le cœur qui se présente sous la forme d'un simple tube. C'est un tube avec des dilatations successives qui sont d'arrière en avant. Vous voyez le sinus, l'atrium, le ventricule, le bulbe cardiaque. Et dans le prolongement du bulbe, vous avez l'aorte ventrale. Ce cœur de ces vertébrés à respiration uniquement branchiale, ce cœur ne présente pas de cloisonnement. C'est un tube sans cloisonnement à l'intérieur. Donc il y a une oreillette ou atrium, un ventricule, un bulbe. Et vous avez aussi le sinus veineux qui est non cloisonné. Mais on verra avec les vertébrés pulmonaires. Avec l'avènement des poumons, on a deux courants sanguins qui traversent le cœur. Un courant oxygéné et un courant carbonaté. Donc le cœur va connaître un cloisonnement longitudinal. Un cloisonnement longitudinal qui le divise en deux parties, une partie gauche et une partie droite. La partie gauche avec le sang oxygéné et la partie droite avec le sang carbonaté. Chez les embryons. Oui.
de vaisseaux continus, hein, qui ne sont pas encore cassés. Mais quand au cours du développement, les branchies apparaissent, on voit apparaître hein, une partie efférente, oxygénée, et une partie afférente qui reste toujours carbonate. Bon, donc ça, c'est le cœur des vertébrés à respiration essentiellement branchiale. Bon, maintenant, vous avez cette autre planche. C'est la suivante. Qui porte les figures 85 à 90. Figure 85. Se rapporte au cœur de protoptère. Le protoptère étant un dipnoste. C'est un exemple qu'on a choisi parmi les dipnostes, mais on aurait pu aussi choisir le cœur de Lepidostyrène ou le cœur de Protoptérus, de Neoceratodus. Mais si on comprend l'organisation du cœur de Protoptérus, on comprend aussi l'organisation du cœur des autres dipnostes. C'est la même chose. À côté, vous avez aussi le cœur d'un amphibien, anoure. Alors ce cœur a la particularité de ne pas présenter de cloisonnement au niveau ventriculaire. Alors tous ces cœurs de vertébrés à respiration branchiale et pulmonaire présentent un cloisonnement longitudinal. Donc l'oreillette est cloisonnée, on a deux oreilles, droite et gauche. Le ventricule aussi va connaître un cloisonnement. Alors ce cloisonnement au niveau des anoures, le cloisonnement ventriculaire vertical n'existe pas. Alors cette absence de cloisonnement ventriculaire au niveau des amphibiens anoures constitue encore une énigme. On ne sait pas pourquoi. Parce que la cloison ventriculaire apparaît au niveau des poissons, ça disparaît chez les anoures et ça réapparaît chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Alors pourquoi chez les anoures la cloison n'existe pas, la cloison ventriculaire n'existe pas? Vous voyez que ça c'est une question qui reste encore posée, pour laquelle on n'a pas encore de réponse. Est-ce qu'à l'origine ces amphibiens avaient un cœur sans cloison, ou est-ce que toute la cloison existait et ensuite le cœur a connu une évolution régressive? Vous voyez, tout ça c'est des questions qui encore n'ont pas reçu de réponse. Hein. Mais vous voyez que ça, c'est quand même une énigme au cours de l'évolution. Hein. Il y a quelque chose qui apparaît dans un groupe ancestral et qu'on n'a pas retrouvé dans la descendance. Donc qui disparaît, qui réapparaît. Hein. C'est assez problématique. Donc ici, pour ces cœurs, vous voyez, ce sont des cœurs de vertébrés à respiration. D'abord, à respiration branchiale et pulmonaire, parce que chez les amphibiens, tout comme chez les poissons pulmonaires, vous avez des branchies et vous avez aussi des poumons. Alors, si on prend la figure 85, il y a 85A, 85B, 85C. Donc c'est un cœur de dipnose. Il faudra mettre en rouge, hein, vous mettez en rouge le côté gauche. Donc ce côté gauche contient du sang oxygéné. Le côté gauche. Le côté droit contient du sang carbonaté. Donc le sinus veineux. Vous avez des pointillés à l'intérieur du cœur sur le côté droit. Ah, c'est pour indiquer le sang carbonaté.
Vous avez ici une cloison. Voilà la cloison verticale cardiaque. Le bulbe, il va être cloisonné. Le ventricule, il est cloisonné. L'atrium est cloisonné. Ici, c'est le sinus veineux. Alors tout à l'heure, chez les poissons, à respiration uniquement branchiale, on avait un sinus veineux. Dans le cas des poissons à respiration uniquement branchiale, les sélaciens, les téléostéens, vous avez un sinus veineux qui reçoit les deux canaux de Cuvier et aussi les deux veines sus-hépatiques. Chez les vertébrés à respiration pulmonaire, uniquement pulmonaire ou bien qui en plus des poumons présentent des branchies, vous avez ici, dans la partie postérieure, il y a les deux veines sus-hépatiques. L'une va porter le nom de veine cave postérieure et l'autre de veine sus-hépatique. Donc on va avoir une veine sus-hépatique et une veine cave et une veine cave postérieure. Et ici, les canaux de Cuvier vont porter le nom de veine cave antérieure. Chez les tétrapodes, chez les vertébrés à respiration pulmonaire, les canaux de Cuvier portent le nom de veine cave antérieure. Et vous avez les deux veines sus-hépatiques. Il y a une qui va porter le nom de veine cave postérieure et l'autre de veine sus-hépatique. Vous avez fait attention à ça? Alors, dans le cas des vertébrés à respiration uniquement branchiale ou essentiellement branchiale, vous avez deux veines sus-hépatiques et deux canaux de Cuvier. Mais chez les vertébrés tétrapodes qui ont une respiration pulmonaire, les vertébrés qui pratiquent la respiration pulmonaire en plus de la respiration branchiale, les canaux de Cuvier portent le nom de veine cave antérieure. Et ici, dans la région postérieure, ici, vous avez une veine cave postérieure et une veine sus-hépatique. Au lieu d'avoir deux veines sus-hépatiques, il y a une veine cave postérieure et une veine sus-hépatique. La veine cave postérieure, c'est cette veine qui va amener dans le sinus veineux tout le sang carbonaté de la partie postérieure du corps. Les deux veines cave antérieures amènent dans le sinus veineux tout le sang carbonaté de la partie antérieure du corps. Et puis la veine sus-hépatique va amener dans le sinus veineux le sang en provenance du foie. Donc vous voyez ici, alors j'ai représenté là les archétypes, ensuite les archétypes,
Ensuite, vous avez les acteurs 4. Voilà. Bon, voilà un peu en coupe frontale le cœur d'un protoptère. Alors ici, les oreilles gauche, l'oreille droite, ventricule gauche, ventricule droit, et là c'est le bulbe cardiaque, l'aorte ventrale et les arcs aortiques 2 à 6. Alors ici, le côté gauche du cœur, ce côté gauche correspond à votre côté droit et le côté droit à votre côté gauche. Donc nous avons ici un animal qui est couché sur son dos et donc c'est une vue ventrale du cœur. D'accord. C'est une vue ventrale. C'est une coupe frontale, mais en vue ventrale. Alors sur cette vue ventrale, on voit apparaître une veine cave postérieure, 2 veines caves antérieures, mais la veine sous-hépatique n'apparaît pas. Mais sur la figure 85C, c'est aussi un cœur de protoptère, mais l'orientation est différente de celle-ci, parce qu'ici c'est le cœur en vue ventrale, mais sur la figure 85C, c'est aussi une coupe frontale, mais le côté droit du cœur correspond à votre côté droit, le côté gauche à votre côté gauche. Ici c'est un animal couché sur son ventre, et donc il s'agit d'une vue dorsale du cœur. Sur la vue dorsale, qui est la figure 85C, la figure 85C, on voit apparaître les 2 canaux de Cuvier, c'est-à-dire les 2 veines caves antérieures. On voit apparaître une veine cave postérieure et une veine sous-hépatique. Donc faites bien attention à l'orientation aussi des figures. Sur une vue ventrale, on ne voit pas apparaître la veine sous-hépatique, mais sur une vue dorsale, la veine sous-hépatique apparaît. Donc il s'agit de 2 cœurs du même animal, mais orientés différemment. Alors au niveau des différentes parties du cœur, il y a eu des coupes qui ont été réalisées. Alors d'abord, une coupe transversale à ce niveau-là a donné la figure 85A.
Donc on voit la paroi des oreillettes. À l'intérieur. Oui. Quoi? Les deux? Oui, ce sont des veines pulmonaires. Hein? Donc ici, ce sont des veines pulmonaires. Alors ici, je représente la cloison, mais quand le cœur est en diastole, vous avez la section qui est assez large et la paroi de la cloison, entre la paroi de la cloison et la paroi cardiaque, il y a un espace. Mais quand le cœur est en diastole, quand il y a systole auriculaire, vous avez cette paroi de l'oreillette qui s'applique sur la paroi de la cloison et vous avez une séparation complète entre les deux cavités. Alors si on fait une coupe au niveau ventriculaire, voilà ce qu'on obtient. Vous avez la paroi ventriculaire qui est assez épaisse. Et à l'intérieur, vous avez la cloison qui apparaît. Et on peut matérialiser aussi en pointillé la position de la paroi cardiaque lors de la systole ventriculaire. Donc, vous avez la section qui diminue pendant la systole et la section cardiaque qui augmente pendant la diastole. Pendant la diastole, il y a un espace qui sépare la bordure de la cloison de la paroi cardiaque. Mais quand il y a une contraction cardiaque, vous avez la paroi cardiaque qui s'applique sur la paroi de la cloison et vous avez ainsi une séparation complète des côtés droit et gauche du cœur. Alors si on fait une coupe à ce niveau-là, voilà ce qu'on obtient. Vous avez la cloison ici qui est là. Une coupe à ce niveau, donc ceci. La cloison qui est là. Alors j'ai mis des pointillés ici pour indiquer du sang carbonaté, et ce sang carbonaté on le retrouve ici, le sang carbonaté on le retrouve là. Maintenant le reste c'est du sang oxygène. Hein? Mais je dois dire, d'ailleurs je devrais dire du sang là où c'est rouge. Là c'est rouge. Quand ça vient dans la veine pulmonaire, c'est rouge. Le sang est complètement oxygéné. Mais ce sang oxygéné qui passe dans l'oreille gauche puis dans le ventricule, puisque ici au niveau ventriculaire, la cloison ici, bon, elle est en phase diastolique. La cloison, elle est incomplète. Donc les sangs peuvent se mélanger ici. Peuvent aussi se mélanger ici quand le cœur est en phase diastolique. Quand le cœur est en phase systolique, on a les deux courants, les deux côtés gauche et droit du cœur qui se séparent. Alors le sang carbonaté
de ce côté. Il va se retrouver dans les arcs aortiques 5 et 6. Il va se retrouver dans ces arcs. Il va se retrouver dans ces arcs et le sang qui est oxygéné de ce côté-là va se retrouver dans les arcs 4, 3, 2, etc. Oui. Au niveau de... Oui, ces arcs-là, 5 et 6, sont en relation avec ce côté-là. Avec ce côté. Donc le sang de ce côté-là va se retrouver dans ces arcs 5 et 6. Et le sang qui est de ce côté-là est en relation avec les autres arcs aortiques. Hein? Bon, à ce niveau-là, vous voyez la cloison. La cloison, quand le cœur est en phase diastolique, la cloison, elle est incomplète. Elle n'est pas contre la paroi du cœur. Entre la paroi du cœur et la paroi de la cloison, il y a un espace. Hein, quand le cœur est en phase diastolique. Mais quand le cœur se contracte, au niveau auriculaire ou au niveau ventriculaire, ou même au niveau bulbaire, vous avez la paroi du cœur qui vient s'appliquer sur la paroi de la cloison. Et donc le cloisonnement, à ce moment-là, il devient complet. Hein? Donc en diastole, les sangs se mélangent. En systole, il y a tendance à une séparation. Mais la séparation des deux sangs, on n'a pas un sang entièrement carbonaté ou bien un sang entièrement oxygéné. C'est un mélange. Mais avec prédominance de sang oxygéné ou bien prédominance de sang carbonaté. Donc du fait de ce cloisonnement qui est incomplet, le sang circulant dans le corps de ces animaux est un sang mélangé. C'est un sang mélangé. Mais au niveau bulbaire, au niveau plutôt de ce tronc artériel, vous avez ici la cloison qui est complète. La cloison, elle est complète et cette cloison divise ce tronc artériel en deux compartiments. Un compartiment dorsal et un compartiment ventral. Le sang du côté ventral va se retrouver dans les arcs aortiques 2, 3 et 4. Et ce sang du côté dorsal va se retrouver dans les arcs 5 et 6. Oui. Et nous ne sommes pas liés sur le même type primaire que les arcs 4, 3, 2 et 1. Parce que si c'est cloisonné à dominer, normalement ça doit se passer. Bon, c'est-à-dire que le sang, quand il sort du bulbe, il y a une partie du sang qui est la partie ventrale. Hein? Le sang oxygéné qui se retrouve dans la partie ventrale, de ce tronc artériel. Et le sang qui est ici, sur le côté droit du cœur, il va se retrouver au sortir du bulbe, il se retrouve dans la partie dorsale de ce tronc artériel. Et cette partie dorsale est en communication avec les arcs 5 et 6. Donc ici, au sein du bulbe, il y a en réalité, parce qu'il y a deux cloisons bulbaires qui sont à l'intérieur et qui sont des cloisons spiralées et qui vont orienter le sang dans ces vaisseaux-là, hein, dans ces artères. Donc le sang, ici, qui sort, le sang du côté droit, quand il sort, il va se retrouver du bulbe, il se retrouve du côté dorsal de ce tronc aortique qui est en relation avec les arcs 5 et 6. Et ce sang oxygéné, au sortir du bulbe, va se retrouver sur le côté ventral de ce tronc artériel qui est en relation avec les arcs aortiques 3, 4 et 2.
on a représenté le même schéma au niveau de la figure 85C, mais cette partie-là, sur ce schéma, apparaît sous la forme d'un tube. Donc le bulbe apparaît sous la forme d'un tube. C'est le tube bulbaire. Donc j'ai fait un tube. Oui. Donc tout ça, c'est l'équivalent de ce renflouement-là, sur la figure 85C. Là aussi, vous voyez que le côté droit contient le sang carbonaté et ce sang carbonaté va se retrouver dans les arcs 5 et 6. Le sang oxygéné du côté gauche va se retrouver dans les arcs aortiques 2, 3 et 4. Alors sur l'autre schéma, le bulbe, en réalité, il apparaît sous la forme d'un tube. Et différentes sections ont été pratiquées sur ce tube bulbaire. Et il y a une première section à la base du tube bulbaire, qui vous présente une coupe avec un côté dorsal, un côté ventral, et au niveau de ce côté ventral, j'ai représenté ici une cloison bulbaire. Ensuite, il y a une autre coupe qui est pratiquée à un niveau plus antérieur de ce tube bulbaire. Et sur cette coupe, il apparaît donc cette cloison qui était en position ventrale, mais qui se met en position latérale. Et à l'opposé, vous avez une autre cloison qui apparaît. J'ai ici utilisé deux figurés différents pour indiquer l'existence de deux cloisons différentes. C'est des cloisons qui ont la même nature chimique. Mais il y a deux figurés différents pour indiquer qu'il s'agit de deux cloisons différentes et c'est des cloisons de longueur différente. Parce que sur cette première coupe située à la base du bulbe, on voit apparaître une cloison. Sur cette autre coupe pratiquée à un niveau plus antérieur, on voit apparaître cette cloison. Celle-ci, elle a une longueur plus courte que cette autre cloison. Parce que si les deux cloisons avaient la même longueur, quel que soit le niveau de section, on devrait les voir apparaître toutes les deux. Mais ici au niveau de la base du bulbe, il y a une cloison qui apparaît. À un niveau plus antérieur, vous avez les deux cloisons qui apparaissent et vous avez ici un espace qui les sépare. Quand on pratique une autre coupe à ce niveau-là, au niveau du tube bulbaire, alors on va voir ceci. Vous voyez, cette cloison qui était située là, à gauche, maintenant se met à droite, apparaît sur la droite, et à l'opposé, vous avez celle-ci qui était à droite, qui vient sur la gauche. Donc ça signifie que ces cloisons sont spiralées dans le tube bulbaire. Ce sont des cloisons en spirale. Et puis après, on fait une coupe ici. La coupe à l'extrémité de ce tube bulbaire montre toujours la présence des cloisons. Mais ici, les cloisons se soudent, elles se touchent. Les deux cloisons se soudent entre elles dans la partie antérieure du bulbe. Ici, ces cloisons, elles sont libres. Elles sont libres. Elles ne se touchent pas. Mais dans la partie antérieure du bulbe, les deux cloisons se touchent et elles se sont soudées entre elles.
Elles se sont soudées entre elles et on va avoir deux compartiments. Un compartiment dorsal et un compartiment ventral. Le compartiment dorsal va être en relation avec les arcs 5 et 6 et il va contenir du sang carbonaté. Le compartiment ventral va être en relation avec les arcs 2, 3 et 4 et donc va contenir du sang qui vont contenir du sang oxygène. Donc vous voyez, quand le sang il va entrer dans le bulbe, le sang va suivre aussi, il y a un chemin qui est un peu torsadé aussi. Hein, va suivre, le sang va suivre disons le caractère un peu spiralé de ces cloisons à l'intérieur du tube bulbaire. Hein. Les cloisons sont spiralées à l'intérieur du tube bulbaire, le sang va suivre aussi le cloisonnement bulbaire. Hein. Il va essayer de suivre le chemin un peu tracé par ces spirales. Hein. Ces valvules bulbaires qui sont spirales. Donc, ici, ce qui est marqué ici, RD, c'est la rampe dorsale, mais cette rampe dorsale contient du sang carbonaté. Et ici, vous avez la rampe ventrale qui contient du sang oxygène. La rampe ventrale est en communication avec ces arcs aortiques. Donc ces arcs-là vont contenir du sang oxygéné. Et la rampe dorsale communique avec les arcs 5 et 6 qui vont contenir du sang carbonaté. Donc ici, les schémas 85C, c'est un schéma du cœur de type 9, mais qui apporte un peu quelques autres informations complémentaires par rapport au schéma précédent. Parce que dans le schéma précédent, il s'agit d'une vue ventrale, dans celui-ci c'est une vue dorsale, et dans cette vue dorsale, on voit apparaître la veine, il apparaît la veine sus-hépatique et la veine cave postérieure. Par contre ici, on a seulement la veine cave postérieure et non la veine sus-hépatique. Dans cette vue dorsale du cœur, on a aussi représenté de façon détaillée le bulbe cardiaque. Dans ce bulbe, le bulbe cardiaque, c'est un bulbe qui est cloisonné. Donc ici, l'oreille est cloisonnée, le ventricule est cloisonné, le bulbe cardiaque aussi est cloisonné. Et en réalité, vous avez dans le bulbe cardiaque, il y a deux cloisons qui sont dans des positions diamétralement opposées. Ces deux cloisons ont de longueurs différentes. Elles sont spiralées et elles sont libres sur une grande partie de leur longueur. Elles sont soudées dans la partie antérieure du tube bulbaire. Alors, au sortir du bulbe, vous avez deux rampes ou deux chambres, deux compartiments bulbaires. Il y a un compartiment dorsal et un compartiment ventral. Le compartiment dorsal contient du sang carbonaté et c'est ce compartiment qui est en relation avec les arcs 5 et 6. Le compartiment ventral contient du sang oxygéné et c'est ce compartiment qui va être en relation avec les arcs 2 et 3. Donc le sang oxygéné du côté gauche va se retrouver dans la rampe ventrale bulbaire. Donc au sortir du bulbe, ce sang oxygéné se retrouve dans la partie ventrale du bulbe. Et au sortir du bulbe, le sang carbonaté se retrouve dans la partie dorsale, hein, dans la rampe dorsale du tube bulbaire. Donc ce sang carbonaté, il se retrouve dans les arcs 5 et 6 et il va subir une hématose au niveau des poumons. Il subit une hématose au niveau des poumons et ensuite il va revenir au cœur par les veines pulmonaires. Donc au sortir des poumons, il est oxygéné et il revient au cœur par les veines pulmonaires.
Donc vous voyez, ce sang, il est purifié, il vient, il est oxygéné ici, et après il va se retrouver là, dans les arcs 2, 3 et 4. Et il va être distribué à tous les organes du corps pour leur oxygénation, pour leur respiration. Au sortir de ces organes, le sang il est carbonaté et il va venir au cœur par les veines caves antérieures ou veines canaux de Cuvier, par la veine cave postérieure et aussi par les veines sus-hépatiques. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc faites bien attention. Donc le cœur, les pointillés indiquent du sang carbonaté. Ici, dans cette partie-là, vous avez un côté dorsal qui est carbonaté, un côté ventral qui est oxygéné. Bon, vous avez des traits, des flèches qui sont pleins, qui sont sombres. Au niveau du tube pulpaire, ce sont des flèches qui vous indiquent le sens de circulation du sang carbonaté. Et puis, vous avez d'autres flèches. Là, c'est le sang oxygéné. Alors donc, au niveau des poissons, vous avez ici l'exemple des protoptères qui montrent un tout petit peu comment est organisé le cœur de ces poissons pulmonaires, que ce soit un brachyptérygien ou un crossoptérygien ou un dipneus, c'est la même chose. Vous avez un cœur qui va présenter un cloisonnement longitudinal. Ce cloisonnement, il est incomplet à la diastole, mais il va être complet à la systole cardiaque. Le sang du côté gauche provient de la respiration pulmonaire, donc c'est un sang oxygéné. Ce sang oxygéné va se retrouver dans les arcs 2, 3 et 4. Le sang du côté droit vient de la circulation générale et aussi de la partie antérieure du corps. Le sang de la partie carbonatée de la partie antérieure du corps arrive dans le sinus veineux par les canaux de Cuvier ou veine cave antérieure. Le sang carbonaté de la circulation générale arrive dans le sinus veineux par la veine cave postérieure, mais aussi par les veines sus-hépatiques. Donc ce côté droit qui est carbonaté le sang carbonaté de ce côté va se retrouver sur le côté dorsal du bulbe et donc du tronc artériel ici, à la sortie du bulbe. Et il va se retrouver dans les arcs 5 et 6. Donc vous voyez, tout ça c'est carbonaté, les arcs 5 et 6, les poumons, le sang oxygéné, il se retrouve ici, il va dans les organes, qui respirent, qui vont rejeter du CO2 dans le sang, et tout ceci va venir ici, tout le sang carbonaté, purification par les poumons, ouais. Mais il y a aussi, dans le cadre de ces dipneus, il y a aussi ici on semble dire qu'il y a simplement les poumons, mais il n'y a pas que des poumons, il y a aussi les branchies. Il y a les branchies aussi qui jouent un rôle dans la purification. Mais les branchies sont dans un état assez primitif. C'est des branchies qui sont faites de l'âme et de lamelles branchiales mal différenciées. Donc le sang, quand il traverse les branchies, au sortir des branchies, le sang il reste encore
assez chargé en CO2. Hein? Donc on le verra plus tard quand nous étudierons l'organisation du système artériel aortique. Vous voyez, c'est la figure 104. La figure 104 vous présente le système artériel aortique d'un protoptère adulte. Un protoptère adulte. Donc ici, il s'agit d'une vue latérale gauche. C'est une vue latérale gauche du système artériel aortique d'un protoptère. Vous voyez ce schéma, il est en relation avec celui-là. Ici, on a représenté le cœur et au sortir du cœur, vous avez ce système artériel aortique. Mais c'est un système en vue ventrale ici. Mais sur cette figure 104, il s'agit d'une vue latérale gauche. Hein? Donc, on a regardé comme ça. On a regardé. C'est une vue latérale gauche. Sur cette vue latérale gauche, vous avez les fentes branchiales qui sont numérotées, mais cette fois en chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5 fentes branchiales. Dans les fentes branchiales, vous avez les branchies. Hein, il y a les lames branchiales, les hémibranchies. Pour la poche, la fente branchiale numéro 1, l'hémibranchie qui est à l'intérieur, c'est une hémibranchie hyoïdienne. Pour la fente 2, il n'y a rien, pas de branchie. Au niveau de la fente 3, vous avez une hémibranchie postérieure, pas d'hémibranchie antérieure. Au niveau de la fente 4, vous avez une hémibranchie antérieure, une autre hémibranchie postérieure, mais elles ne sont pas très développées. Et au niveau de la fente numéro 5, vous avez une hémibranchie antérieure, une postérieure, et ces deux hémibranchies sont confluentes du côté dorsal de la poche. Oui, il y a des branchies qui sont très peu développées et en plus qui sont mal différenciées. Donc le sang, quand il va traverser les branchies qui sont dans les poches numéro 3, numéro 4, numéro 5, hein, au sortir de ces branchies, vous avez le sang qui garde encore une teneur assez forte en CO2. Donc il n'a pas été complètement débarrassé de son CO2. Vous voyez dans les arcs 5 et 6, il y a du sang carbonaté. Normalement, tous les vaisseaux dans lesquels j'ai mis des pointillés, c'est pour indiquer la nature carbonatée du sang. Vous devez repasser en bleu tous ces vaisseaux, hein, tous les vaisseaux dans lesquels il y a des granulations. Donc vous voyez que dans les arcs 5 et 6, il y a des granulations, c'est du sang carbonaté. Et ce sang carbonaté va arriver dans les branchies qui sont situées dans les poches branchiales 3, 4 et 5. Mais comme les branchies sont mal différenciées, au sortir de ces poches branchiales, de ces branchies, le sang est encore très riche en CO2. Mais après, ce sang riche en CO2 va être envoyé au poumon et c'est là qu'il y a un achèvement de la purification. Donc le poumon va assurer la purification totale du sang et là vous avez une artère pulmonaire. Le vaisseau qui est marqué AP, c'est une artère pulmonaire. Donc l'artère pulmonaire va conduire ce sang qui n'a pas été complètement purifié et qui a traversé les branchies, il va conduire ce sang au poumon. Ensuite les poumons vont assurer la purification et après il y a un retour de ce sang au cœur par les veines pulmonaires. Donc dans ce cas-là, dans le cas du protoptère, la respiration pulmonaire est une respiration obligatoire. La respiration pulmonaire est obligatoire parce que les branchies sont mal différenciées et ne permettent pas
de satisfaire seuls les besoins en oxygène respiratoire. Hein? Donc ici, les poumons ont un rôle fondamental pour la survie de l'animal. Bon, il est quelle heure? J'ai l'impression que il reste 3 minutes. Bon, donc, vous ferez attention. Bon, on va s'arrêter, on reprendra demain.